Cette histoire nous vient de Freddy, un médecin indonésien qui travaille dans un hôpital en Indonésie. Il aimerait nous partager une des expériences les plus bizarres qu'il ait vécues dans le cadre de son travail. Cet incident lui est arrivé il y a de cela 5 ans, quand il était encore un étudiant en médecine en stage à l'hôpital. C'était pendant une garde de nuit dans le département de pédiatrie. Il y avait très peu de patients à ce moment-là, surtout dans l'unité de soins intensifs. Freddy se souvient qu'il n'y avait aucun patient initialement, jusqu'à ce qu'un nouveau bébé arrive. La mère de ce bébé avait tragiquement perdu la vie à l'hôpital, après une hémorragie faisant suite à son accouchement. Le bébé était en sous-poids à sa naissance, pesant seulement 1,5 kg et était très frêle. Le père, dévasté comme on pouvait s'y attendre, voulait emmener le bébé chez lui contre avis médical. Mais le docteur le lui a formellement interdit. Ce pédiatre en particulier était connu pour être très sévère et même intimidant quand il donnait des cours aux internes. Mais avec ses patients, il était toujours compatissant et amical. Vers 2 heures cette nuit-là, Freddy et les 2 infirmières avec lui ont fini leur tâche et s'apprêtaient à se reposer pendant un court moment, quand le pédiatre est brusquement entré pour examiner le bébé. C'était très inhabituel, puisqu'il ne visitait en général ses patients que dans la matinée. Lorsqu'ils lui ont demandé ce qui l'amenait à une heure aussi tardive, il est resté silencieux. Son attitude leur paraissait très bizarre. Il est entré dans l'unité des soins intensifs sans explication. Et même s'il avait déjà 5 patients sous sa charge, il ne s'est concentré que sur le bébé prématuré. Le docteur a semblé très inquiet de voir que le tube d'oxygène nasal du bébé n'était pas positionné correctement. Il a soulevé le bébé avec un grand soin et l'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Il a ensuite remis le bébé dans l'incubateur avec douceur, puis a quitté l'endroit sans aucune communication verbale, ni signature sur le registre. Freddy et les infirmières étaient sous le choc de la scène, et ils ont dû se secouer pour reprendre leurs tâches et éventuellement se reposer. Vers 7 heures du matin le lendemain, le docteur est revenu à l'unité de soins intensifs et a demandé à Freddy « Y avait-il un nouveau-né ici hier ? S'il vient d'arriver, j'ai besoin de l'examiner. » Freddy lui a répondu qu'en effet, il y avait un nouveau patient, mais qu'il l'avait déjà examiné dans la nuit. À son grand étonnement, le docteur a paru confus et a nié être venu voir le bébé la nuit dernière. Il a même sous-entendu que Freddy dormait et avait rêvé la scène. Les infirmières et lui étaient de nouveau stupéfaits. Et à ce jour, il continue de se demander « Et si ce n'était pas vraiment le docteur qui était venu, mais quelqu'un ou quelque chose l'ayant possédé ?» Cette histoire est arrivée à John quand il avait 21 ans. Il avait un ami de son âge, qui s'appelait Steve. Steve était très gentil, mais il complexait énormément sur son visage. Il avait de sérieux problèmes de peau, et c'était dur pour lui de rencontrer du monde. Un autre de ses amis se moquait constamment de son visage, donc à un moment donné, il a refusé de sortir de chez lui, et s'est complètement isolé socialement. Il s'enfermait chez lui comme un fantôme hantant l'endroit. John était son seul ami. Un jour, en allant lui rendre visite pour le sortir de sa morosité, John a constaté qu'il devenait de plus en plus sombre. Une collection de boissons énergétiques était empilée sur son bureau, et son apparence avait empiré. Pour passer le temps, il avait découvert le dark web, et n'arrivait pas à arrêter. Il y avait tellement de choses à découvrir sur le dark web, ça le stimulait et ça l'empêchait de penser à sa réalité déprimante, ce qui l'isolait encore plus. Dans le monde du dark web, vous pouvez voir des choses qui n'arrivent pas dans la vie réelle. Et pour quelqu'un qui voulait échapper à la réalité, ça devenait vite une addiction. John était inquiet pour lui et lui a dit qu'il devrait arrêter d'aller dessus. Mais Steve ne l'a pas écouté. Un autre jour, alors que John était chez lui pour jouer, il a pu voir Steve trouver un site terrible sur le dark web. Un site qui hébergeait des images de gens en train de se faire écorcher vif. John a aussitôt été profondément dégoûté, mais son ami était curieusement intrigué, se demandant si les photos étaient vraiment réelles. John lui a dit d'arrêter de regarder ces horreurs, mais il a continué à explorer le site. « Commencez votre nouvelle vie, nous vous fabriquerons un nouveau visage », était écrit en lettres rouges. De ce que John a pu comprendre, il retirait la peau du visage de gens pour la transplanter à d'autres personnes. Une sorte de chirurgie plastique illégale. C'était inconcevable pour John, ce n'était forcément que des bêtises. Il s'est persuadé que c'était un faux site fait par quelqu'un pour effrayer les curieux. Mais Steve a insisté pour en savoir plus. Il a envoyé un email. Quelques jours plus tard, il a disparu sans laisser de traces. Et il n'a plus jamais été revu depuis. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, pas même sa famille. Mais vous savez quoi? Quand John regardait par la fenêtre de sa chambre parfois, il voyait un homme en train de regarder sa maison de loin. C'était un homme très séduisant.
Il regardait sa maison pendant un moment, comme s'il était perdu dans ses pensées. Puis il disparaissait. Au début, John pensait que c'était quelqu'un qui cherchait une adresse, ou qui habitait dans le quartier. Mais un jour, la réalisation l'a frappé. Était-ce possible que l'homme soit Steve? Peut-être qu'il était venu avec son nouveau visage pour lui montrer, mais n'a pas osé aller plus loin. Quoi qu'il en soit, John espère qu'il est bien vivant et en bonne santé quelque part. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 12 ans. J'étais avec ma mère, dans le métro pour rentrer à la maison. Un homme tenant un sac en papier était debout en face de nous. Je sentais bien qu'il n'arrêtait pas de me fixer, et gênée, j'ai pris le téléphone de ma mère pour m'occuper et l'ignorer. Mais l'homme a soudainement dit « Elle ressemble beaucoup à ma fille ». J'étais surprise au début, mais sa remarque a fini par me soulager, parce qu'il ne me regardait pas pour de mauvaises raisons. Ma mère a répondu « Oh, merci » et a essayé de couper court, mais il a continué. Ma fille aussi est jolie, elle a l'air d'avoir le même âge que ma fille. Ça doit être difficile de prendre le métro si tard dans la nuit. Puis nous a tendu le sac en papier qu'il tenait et a dit « J'ai fait un peu de pain aujourd'hui, donnez-le à votre fille ». Ma mère a refusé à plusieurs reprises, mais l'homme a insisté en disant « Vous savez, la plupart des enfants ont faim à cette heure-ci. C'est vraiment un pain délicieux. » C'était difficile d'ignorer quelqu'un d'aussi insistant, et ma mère s'est sentie obligée d'accepter le sac, que j'ai gardé posé sur mes jambes en attendant d'arriver enfin à notre station pour descendre. Après un moment, il s'est remis à me parler. « Pourquoi tu ne manges pas ?» Je ne savais pas quoi faire. Hésitante, j'ai répondu « Oh, je viens de manger, je n'ai pas encore faim. Je le mangerai plus tard. » Mais on dirait qu'il ne m'a pas écouté, parce qu'il a répété « J'ai dit, pourquoi tu ne manges pas ?» Son expression était bizarre et rigide, presque énervée. Elle m'a tellement marquée que je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me suis excusée poliment et je lui ai retourné la question. « Pourquoi m'avoir donné ce pain au lieu de votre fille ?» Il a répondu « Oh, c'est parce que je ne peux plus voir ma fille. » Ma mère, qui commençait à être effrayée, m'a regardée en silence avant de me tirer vers elle. « Nous allons bientôt descendre, ma chérie, allons vers la porte. » Elle m'a prise pour m'emmener près de la porte. Et pendant les 10 minutes qui précédaient notre arrêt, l'homme ne m'a pas quitté des yeux. Juste avant que nous n'arrivions à la station, il s'est approché de nous en répétant « Je t'ai donné de la nourriture. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas ?» Ma mère n'aimait pas la confrontation, donc nous avons juste pris sur nous en attendant désespérément notre arrêt. Chaque seconde semblait durer des heures. Heureusement, nous avons fini par y arriver. Et dès les portes ouvertes, nous nous sommes précipités à l'extérieur comme si on était pourchassés. J'ai hésité à manger le pain sur le chemin du retour, mais à cause de son attitude, je me sentais très méfiante. Pourquoi avait-il essayé de me forcer à le manger? J'ai fini par jeter le sac, mais plus j'y pensais, plus je trouvais cette interaction très sinistre.